Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en ce début d'année pour un épisode un peu spécial. Donc je tenais tout d'abord à te souhaiter une merveilleuse année 2024. Et pour ce faire, je trouve que c'est des choses qu'on souhaite pas souvent parce qu'on va souhaiter plutôt du bonheur, de la réussite, etc. Et moi, ce que j'avais envie de te souhaiter pour cette nouvelle année, c'est tout d'abord de ressentir des émotions et de prendre le temps d'apprécier chaque moment et notamment les moments forcément qui te font plaisir parce que je trouve qu'on prend pas forcément assez le temps. Donc trêve de blabla, si je te dis un peu tout, en fait cet épisode il n'était pas spécialement prévu, en tout cas pas comme ça. À l'origine je voulais faire un épisode avec à la fois mes apprentissages 2023 et mes objectifs 2024. Cependant, je viens de faire la liste de mes apprentissages 2023. Il se trouve, par le plus grand des hasards, que je tombe sur 10 apprentissages et en plus du coup compte tenu du nombre je me suis dit qu'il valait mieux scinder cet épisode initialement prévu en 2. Donc dans cet épisode on va parler uniquement de mes apprentissages sur 2023 et dans un autre épisode qui sortira certainement ce mois-ci après l'interview on parlera du coup de mes objectifs 2024. Trêve de blabla, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors mon premier apprentissage de 2023, je ne sais pas s'il va parler à tout le monde, mais en tout cas, dans le doute, si déjà ça parle à une personne, ça sera déjà très très bien. C'est que en fait, ton coût en temps n'est pas proportionnel à ton coût en énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le temps que tu passes à faire quelque chose n'est pas toujours en lien avec tout ce que ça va te coûter en énergie. Donc typiquement, moi, je suis plus dans un mood, on va dire, où en fait, je fais plein de choses vite. Pour redonner un petit peu des exemples. Tu le sais peut-être déjà, mais j'ai validé mon DCG en 1 an. Bon, ça c'était, on va dire que c'était rapide, mais c'était quand même sur 1 an. Mais même en général, je vais assez vite et typiquement dans les examens de DCG, je prends cette référence parce que je me dis que tout le monde connaît plus ou moins. Donc on a des examens de 3 ou 4 heures et pour autant moi ce que forcément vous voyez pas parce que vous étiez pas dans la salle avec moi, c'est que je sors alors pour les examens de 3 heures, je pense que je sors au bout de 2 heures à peu près. Et pour les examens de 4 heures, je sors au bout de 3 heures, pareil, à peu près 3 heures. Donc bien avant tout le monde. Et pour autant, donc c'est ce qui est en lien avec mon apprentissage, c'est que c'est pas parce que moi je vais plus vite que en soi ça m'a pas coûté autant d'énergie que quelqu'un qui a passé par exemple 4 heures ou beaucoup plus de temps. Et donc même si moi ça me demande moins de temps, je vais plus vite, donc normalement je peux faire plus de choses typiquement dans ma journée. Et ben en fait justement faut pas que je me dise ok j'ai été rapidement, j'ai pu faire ça, du coup il me reste du temps, du coup je peux encore faire ça. Et en fait même si j'ai le fait d'aller plus vite, c'est aussi plus demandeur en énergie et donc en fait on a aussi besoin de
de temps de repos et pas forcément de tout blinder son agenda avec 50 000 trucs parce qu'on va vite et parce qu'on sait qu'on peut le faire, mais en lien avec l'énergie, il faut aussi se reposer pour pouvoir justement continuer aussi d'aller vite sur d'autres actions. Donc voilà mon premier apprentissage. Mon deuxième apprentissage qui est un peu en lien et qui peut paraître un peu bateau, c'est tu ne peux pas tout faire. Alors dit comme ça, oui, tout le monde sait qu'on peut pas tout faire. Et pareil, je pense qu'en lien avec le fait que je fasse tout vite, j'ai la forte tendance à vouloir faire énormément de choses. Et en soi, c'est plutôt chouette parce que du coup, je m'ennuie pas, etc. Mais sauf qu'à un moment, en fait, tes journées, elles font toutes 24 heures. Et en fait, tu peux pas sans arrêt ajouter des choses sans en enlever. Donc ça, c'est mon deuxième apprentissage. Et je crois qu'il y a un adage qui dit même que en soi, tu peux tout faire, mais pas en même temps. Donc c'est ce que j'ai fait notamment sur cette année où j'ai certains projets en 2023 qui n'ont pas vu le jour et en soi je me suis dit mais dans tous les cas comment je pouvais imaginer avoir le temps de faire ça alors que même avant d'avoir ces projets-là entre guillemets j'avais pas énormément de temps, mais en soi c'est pas des projets que j'abandonne totalement, c'est plutôt des projets que je vais repousser, pas à cette année du coup, mais plutôt à 2025, 2026. Et comme ça, je me dis, voilà, ça en laisse aussi pour les autres années. On peut pas tout faire en même temps. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vu que j'ai toujours plein d'idées, envie de faire plein de choses, etc., en fait, j'aurais toujours envie d'en faire toujours plus, entre guillemets. J'aurais toujours des nouvelles idées. Et donc, même si, admettons, je faisais tout ce que j'avais prévu de faire, en fait, je serais jamais vraiment rassasiée et je trouverais toujours des trucs à ajouter. Et donc voilà, c'est l'idée de se dire, tu peux tout faire, mais pas en même temps. Et donc, en gros, un peu aussi, calme-toi sur tes objectifs. Mais ça, on le verra aussi dans le prochain épisode sur mes objectifs 2024. Toujours un peu en lien avec le fait de ne pas pouvoir tout faire. Mon troisième apprentissage, c'est le fait de dire non et surtout de essayer de ne pas toujours dire oui pour faire plaisir, parce que j'ai eu notamment des sollicitations cette année auxquelles j'ai dit oui plus parce que je me disais en fait ça, entre guillemets ça se fait pas de refuser ça, enfin c'est des super opportunités et tout, même si j'étais pas ultra chaud à la base, mais je me suis dit en fait c'est limite c'est peut-être pas égoïste, mais en fait tout le monde n'a pas ces opportunités là, donc il faut dire oui. Et sauf que en fait en général ces choses où j'ai dit oui non pas par envie, souvent ça m'a coûté beaucoup en temps et en énergie et même en motivation. J'avais pas forcément la motivation de le faire. Donc au final, je pense que ça soit pour les personnes en face ou même pour moi, en fait, il y a pas de mal à dire non. Et d'ailleurs, j'ai très bien commencé cette année parce que j'ai eu, on va dire, 2 sollicitations qui n'étaient pas prévues et auxquelles j'ai dit non pour justement préserver aussi mon équilibre, être plus alignée avec mes objectifs 2024, etc. Donc voilà. Ensuite, en point numéro 4, j'ai noté que la remise en question perpétuelle pouvait être dangereuse. Donc je m'explique. En fait, moi je suis quelqu'un, peut-être que vous l'avez remarqué, qui se remet beaucoup en question et souvent. Et en fait, autant je trouve que c'est très sain, autant parfois je peux avoir tendance à, entre guillemets, me remettre trop en question, dans le sens où je vais donner le même crédit à différentes personnes et des fois à des personnes pour lesquelles en fait leur avis est pas forcément ultra pertinent, et donc je vais me remettre en question par rapport à ça, alors qu'en fait je devrais pas forcément le faire. Et comme aujourd'hui on est dans une société un peu où tout le monde a un avis sur tout, et en fait c'est dangereux entre guillemets, ça prend du temps, de l'énergie et tout, l'introspection, de se dire en fait peut-être que cette personne elle a raison,
alors que finalement elle est peut-être pas forcément représentative de la masse, on va dire, et que son avis n'est pas forcément pertinent pour X ou Y raison. Et donc se remettre en question, oui, mais pas à outrance, et bien prendre en compte déjà aussi les critiques constructives, etc. Mais la personne qui fait justement cette remarque, est-ce que c'est quelqu'un, on va dire, entre gros guillemets, hein, mais que j'admire ou dans laquelle je mets de la confiance, voilà, et ne pas forcément se remettre en question à chaque fois qu'il y a Pierre, Paul ou Jacques qui débarque de nulle part et qui te fait une remarque. Donc voilà. Ensuite, mon 5e apprentissage, c'est en lien avec les épisodes que j'ai enregistrés avec Thierry. Donc si vous ne les avez pas écoutés, je vous encourage grandement à le faire. Donc c'est les 2 derniers épisodes de 2023, et on a pas mal parlé un peu de spiritualité, je pense qu'on peut dire ça. Et notamment, donc le titre de mon 5e apprentissage, c'est accepter que toutes les personnes n'ont pas le même niveau de conscience, parce qu'en fait, en lien avec toujours le point précédent, cet épisode est vraiment très bien structuré finalement. C'est que, comme je disais, je me remets beaucoup en question, et je peux avoir tendance forcément à remettre aussi beaucoup en question ce que les gens font, et surtout à me poser des questions que beaucoup de gens ne se posent pas en réalité. Notamment, on fera le lien avec le point juste après. Mais en fait, tout le monde ne se pose pas forcément autant de questions, et accepter ça. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir aider un peu tout le monde, et à me dire en fait, si la personne, je sais pas, j'ai n'importe quoi, elle arrive pas à trouver un job dans lequel elle s'épanouit, etc., il faudrait qu'elle se pose ces questions-là, est-ce que tu t'es posé telle question et tout, et à vraiment, entre guillemets, inciter les personnes à faire un travail d'introspection, sauf qu'en fait il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire cette introspection, et il faut respecter ça aussi, et des personnes qui sont pas forcément aux mêmes étapes ou au même stade dans leur vie, et en fait de pas leur imposer, entre guillemets, de se poser ces questions existentielles, parce que moi ce sont des questions que je me suis posées, ou pour certaines que je me pose encore, et peut-être que je me reposerai plus tard, ou des nouvelles que j'ai pas encore découvertes, mais en tout cas de pas plaquer ça sur d'autres personnes qui n'ont pas forcément envie de recevoir ce genre de conseils, dans le sens où se poser des questions, pour eux, ça peut être aussi un peu difficile. Donc prendre ça en compte, et forcément il y a des personnes aussi qui sont très ouvertes à ça, et peut-être que si vous écoutez cet épisode, et même globalement les épisodes du podcast, vu que c'est des interviews, etc., où vous êtes peut-être déjà des personnes qui se posent un peu plus de questions que la moyenne. Et donc, en lien avec le point suivant, j'ai noté ne pas tout attendre d'une entreprise. Et ça, en quoi c'est en lien avec le point précédent sur accepter que toutes les personnes n'ont pas le même niveau de conscience. C'est-à-dire que, en fait, je me suis rendu compte, je savais déjà que je me posais beaucoup de questions, mais qu'en fait, en fait, la majorité des gens, j'ai pas les stats, donc je vais pas dire les stats, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, la majorité des gens se posent pas autant de questions que moi au global, et encore moins dans l'entreprise. En fait, il y a plein de personnes, et vous en faites peut-être partie, et c'est pas du tout un jugement ou une critique. C'est que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent pas forcément la question de savoir est-ce qu'ils sont bien dans leur taf, est-ce qu'ils aiment ce qu'ils font, est-ce que ça a un sens, etc. Et moi, c'est des questions que je me pose très très souvent, voire tout le temps. Enfin, voilà, c'est vraiment au centre de mes préoccupations. Et donc, je peux avoir tendance, entre guillemets, en entreprise, en l'occurrence en cabinet, à demander toujours plus ou toujours différemment, parce que je suis jamais vraiment satisfaite.
Et en fait, ça c'est un de mes gros apprentissages de la fin de l'année, c'est en fait de me dire que je dois pas tout attendre d'une entreprise pour m'épanouir. Et notamment, ça m'a fait penser à l'épisode avec Mélissa Demandre qui elle faisait de l'audit financier avant, qui a passé son DEC, qui a fait un mémoire sur les neurosciences et qui maintenant est coach en management, notamment pour les cabinets et les institutions. Et dans un des 2 épisodes, elle parlait du surinvestissement. Et donc, c'est des personnes qui se surinvestissent, notamment au travail, etc. Et en fait, qui cherchent une forme de reconnaissance à travers ça, et parfois qui va au-delà de ce que peut apporter une entreprise. Et donc, je pense que c'est un peu mon cas dans une certaine manière où je m'investis beaucoup et j'attends beaucoup aussi. Et sauf que, en fait, des fois, on peut attendre des choses d'une entreprise qu'elle pourra jamais nous donner parce que c'est pas non plus son rôle de faire ça. Et donc, c'est en lien aussi avec les épisodes avec Thierry, qui lui est quelqu'un qui est très proche du milieu associatif notamment. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, ton job, il t'apporte certaines choses, mais il n'a pas vocation à combler tous tes besoins, qu'ils soient, on va dire, mentaux ou physiques. Et donc, en fait, il n'y a pas de mal à se dire que cette action-là, ou typiquement ce job-là comble certains de tes besoins, notamment en général, ça comble le besoin financier quand même, mais il n'a pas forcément vocation à combler tous les besoins de ta vie. Et par exemple, typiquement, ce que font beaucoup de personnes, c'est d'avoir leur taf. Ils font leur taf, voilà, ils se posent, entre guillemets, ils se posent pas trop de questions en mode est-ce que ça a vraiment du sens, tout ça, parce que ce sens justement ou cet épanouissement, ils vont le chercher ailleurs, et notamment parfois dans le milieu associatif, on a des personnes en fait qui ont énormément d'activités en dehors du travail, et en fait leur équilibre, c'est d'avoir une activité qui est rémunératrice, qui comble ce besoin financier entre autres, et à côté, ils ont d'autres activités qui correspondent à d'autres besoins, et en fait c'est totalement ok. Et juste d'en avoir conscience, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et toujours en lien avec ça, donc ne pas tout attendre d'une entreprise, j'ai mis trouver sa mission de vie. Alors je sais pas trop si c'est quelque chose que j'ai trouvé spécifiquement en 2023 ou si c'était peut-être en 2022, mais si c'était en 2022, c'était fin 2022. On va dire que j'ai eu le temps de cheminer un peu là-dessus. D'ailleurs, pour les plus assidus d'entre vous, vous aurez peut-être en souvenir ou remarqué que avant j'avais noté expert comptable et mémorialiste en quête de sens dans mon titre LinkedIn, et il y a plus en quête de sens. En fait, je crois que je l'avais juste enlevé parce que pour mettre à la base que j'avais aussi écrit un livre et tout, et en fait je l'ai jamais remis. Et en fait, je pense que moi, j'ai trouvé ma mission de vie. Et finalement, alors je dirais pas que c'était simple, mais en fait, comme j'ai beaucoup d'activités, donc en plus de mon job, de mon stage DEC, j'ai créé un blog pour les étudiants en compta, j'ai fait un podcast, j'ai écrit un livre, etc. Et donc, je me suis demandé, en fait, je me suis dit, tous ces projets-là, c'est des trucs qui me font vraiment kiffer. Et donc, c'est quoi le point commun entre tous ces projets-là ? Et en fait, j'en suis arrivée au point commun qui est que c'est le fait d'accompagner les personnes pour qu'elles s'épanouissent professionnellement. Et donc, ce qui est bien avec cette mission de vie, mais je crois que c'est ce qui est recommandé aussi, entre guillemets, d'avoir une mission de vie qui soit assez large. C'est qu'en fait, là, peut-être que dit comme ça, vous allez directement penser à certains postes ou à certains jobs ou certaines missions. Mais en fait, cette mission de vie, elle est suffisamment large pour s'exprimer dans plein de contextes différents.
et notamment, donc par exemple, accompagner des personnes à s'épanouir professionnellement. Ça peut faire penser à quelqu'un qui ferait plus de la RH, par exemple. Et en soi, ça rejoint un peu tous les sujets que je partage sur LinkedIn et c'est souvent autour de ces problématiques-là. Ça pourrait faire penser aussi forcément aux étudiants, par exemple de la filière expertise comptable, puisque je fais pas mal de choses pour les étudiants. Ça peut faire penser au podcast, du coup le fait d'aider les gens à trouver leur voie, à les aider à savoir ce qu'ils vont faire. Donc ça pourrait être entre guillemets un peu un côté conseil d'orientation. Ça peut être aider les personnes à valider leur diplôme, ça peut être aider les personnes à trouver une entreprise dans laquelle ils se sentent bien, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être aussi faire en sorte que les personnes qui travaillent dans l'entreprise, que ce soit des collègues, des collaborateurs, en fait s'épanouissent dans leur job. Et donc pour moi, c'est pas incompatible avec le métier d'expert comptable. Alors d'expert comptable, on va dire classique, si sûrement un peu, mais quoique en fait, d'ailleurs j'ai oublié cet aspect-là, mais parce que moi c'est un aspect qui me parle un peu moins, mais en soi il en faut pour tous les goûts. C'est vrai que moi je suis plutôt une personne qui adore tout ce qui est organisationnel et du coup accompagner des personnes à s'épanouir professionnellement, ça passe aussi par accompagner des chefs d'entreprise pour qu'ils soient en fait heureux de leur business, donc que ça soit au niveau de leur posture, au niveau financier, à tout plein de niveaux. Et donc ce que je voulais dire, c'est que ça passe aussi par typiquement avoir une ou plusieurs entreprises et des collaborateurs qui travaillent pour toi, mais qui sont heureux de faire ce qu'ils font. On en parlera aussi un peu avec mes objectifs 2024. Alors j'ai pas vraiment de salariés pour le moment, mais j'ai commencé à travailler en cette fin d'année avec quelques personnes en freelance et vraiment je sens bien que en fait ça me plaît beaucoup parce que j'essaye un peu de les cocooner, de leur faire de tout leur structurer les choses pour qu'elles soient bien, de me dire tiens là t'es sur telle mission mais bon vu que ça va te prendre un petit peu de temps, je pense que t'en auras peut-être marre au bout d'un moment, donc voilà je t'ai mis une autre mission comme ça si tu veux alterner tu peux, etc. Et donc je vois que je suis beaucoup dans cette vibe là et je crois que ça s'appelle un peu le care qui veut dire prendre soin en anglais, donc ces métiers de care, donc souvent je crois que c'est lié plutôt au domaine un peu médical ou prendre soin des personnes malades, que ce soit physique ou mentale, ou que ce soit les personnes en maison de retraite ou les pédiatres, etc. Moi c'est plutôt lié au monde professionnel. Je crois que ça vient aussi forcément de mon expérience personnelle. Et surtout du fait que en fait je me suis toujours dit le taf c'est en gros 80% de ta journée et en fait quand tu réalises que ton conjoint tu le vois moins de temps que ce que tu vois tes collègues, tu te dis c'est quand même un gros morceau de ta journée, de tes semaines, de tes années, de ta vie et c'est vrai que j'ai toujours été surprise. Et ça va avec, je pense, le niveau de conscience dont on parlait tout à l'heure, de me dire, mais en fait, la plupart des gens subissent leur vie dans le sens où ils font pas forcément un taf qui kiffent, etc., dans lequel ils s'épanouissent. Et ils attendent à chaque fois, quand tu commences ta journée, t'attends le soir, t'attends le soir, t'attends le week-end, t'attends les vacances, et en fait, où t'es toujours à attendre que ce temps de repos arrive parce que tu t'épanouis pas dans ton taf qui pourtant représente 80% de ton temps et donc c'était dommage. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur moi à ce sujet-là. Une autre découverte que j'ai fait cette année, c'est le DISC, qui est un outil puissant notamment de management, de communication. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un symbole, alors ça s'écrit DISC. C'est un symbole
que vous pouvez retrouver sur Internet avec 4 couleurs différentes qui représentent un peu les 4 types de personnalités. Alors l'idée, c'est pas de se dire que une personne peut être résumée en quatre types de personnalités, parce que évidemment que c'est beaucoup plus complexe que ça, et heureusement, mais force est de constater qu'en discutant avec plein de personnes, notamment avec des collègues, avec des amis et tout, en fait, je me rends compte que c'est quand même un outil qui est super puissant et qui pourrait, dans beaucoup de cas, éviter en fait des incompréhensions, notamment des problèmes de communication. Donc en fait, dans ce disque, il y a 4 couleurs. Il y a la couleur rouge, jaune, vert et bleu. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que chaque personne a une couleur qui est plus dominante. Et ensuite, forcément, on est un mélange de un peu toutes les couleurs, bien évidemment. Donc si je vous donne un peu les principales caractéristiques, peut-être que vous allez vous reconnaître dans une de ces couleurs. Donc par exemple le rouge, c'est rouge dominant, donc c'est des gens qui sont directs, rapides, exigeants, énergétiques, indépendants, fonceurs. Bon, par rapport à ce que je vous ai dit avant, je pense que vous n'avez pas trop de mal à deviner où je me situe. Ensuite, on a le jaune influent, donc ce sont des gens qui sont sociables, expansifs, démonstratifs, communicatifs, enthousiastes, toniques. Donc c'est des personnes qui sont souvent très solaires. Ensuite, on a le vert stable, donc ce sont des personnes qui sont modestes, fiables, attentionnées, coopérantes, patientes et calmes. Et en dernier, on a le bleu, qui est un peu, on va pas se mentir, le cliché un peu du comptable. Donc c'est bleu conforme, prudent, réfléchi, analytique, réservé, formel, précis. Et donc vous pouvez faire des tests en ligne pour savoir quel profil vous êtes. Après, ce que je trouve intéressant, c'est aussi soit de se dire moi, où est-ce que je me serais mis de base avant de faire le test, de demander aussi à vos proches, parce que des fois on peut avoir une idée de nous qui reflète pas la réalité. Moi, c'est vrai que les personnes me disaient que j'étais rouge, et en voyant les caractéristiques, oui, je me suis totalement reconnue. Et je vous recommande le test profil fort, ça s'appelle. Donc si vous tapez test disque, vous allez tomber dessus. Parce que en fait, dans ce test, ce qui est pas mal, c'est que il y a des résultats avec, alors je sais plus comment c'était exprimé vraiment, mais en gros, votre comportement, comment vous êtes vraiment au fond de vous, de manière innée, et un peu qu'est-ce que vous avez acquis, comment vous êtes socialement, l'image que vous renvoyez, qui est parfois différente. Donc, par exemple, moi, typiquement, socialement, je renvoie l'image de quelqu'un de rouge, donc de dominant. Et je le répète, il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre, parce que c'est vrai que dominant, souvent, c'est une connotation peut-être un peu négative, mais ça, c'est l'interprétation qu'on fait des mots. En soi, il n'y a pas de mal à être dominant. Et donc ça, c'est comment je suis vers l'extérieur, dans le monde professionnel, par exemple. Mais dans plus, on va dire, la sphère personnelle proche, ce qui ressortait, c'était le jaune, donc quelqu'un de solaire, d'influent et tout. Et en vrai, c'est vrai, parce que ça se voit aussi un peu dans mes posts, dans le sens où je fais souvent des petites blagues et tout, mais quand je suis chez moi, on dirait pas comme ça, mais je fais la faux folle, je fais tout le temps des blagues, etc. Enfin, entre guillemets, je cherche l'attention et tout des gens. Et aussi le bleu, donc le bleu conformité, alors que vraiment quand je suis avec l'extérieur, je renvoie pas du tout l'image de quelqu'un de conforme, mais j'aime bien des fois me poser, ça me prend comme ça à me faire mes petits process, ou vraiment me poser et que les choses elles soient méga carrées. Enfin, j'ai un sentiment d'accomplissement, un peu comme quand on arrive à lettrer genre nos comptes clients, fournisseurs et tout. Dans un certain sens, c'est pas forcément la mission qui est la plus intéressante intellectuellement parlant, mais il y a un côté un peu satisfaisant quand même à se dire voilà, j'ai réussi à lettrer mes comptes. Et donc c'est vrai que moi je suis plutôt bleu et jaune. Par contre, je suis très très peu verte. Et en fait, c'est plus que le rouge, il est là socialement un peu pour je pense m'adapter aux personnes, et dans le fait que comme je suis peut-être un peu frustrée, peut-être que j'ai un côté bleu et qui des fois peut même
peut-être être un peu trop bleu et donc entre guillemets ça va m'énerver que les personnes ne soient pas aussi tatillonnes des fois sur certaines choses, et en même temps je regarde pas forcément non plus tous les détails. En fait ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments où je peux être très bleu et très jaune, et ça c'est plus dans le perso ou dans mes projets, et par contre vers l'extérieur je suis rouge. Et donc par exemple si vous faites des recherches sur ça, il y a pas mal de conseils en fonction des profils, comment notamment on fait pour communiquer avec eux. Donc par exemple, si je prends au niveau du verbal, là, sur le profil sur le site Profil Fort, enfin Profil 4 en fait, on nous dit que le rouge par exemple, il veut du factuel, le jaune il veut des news, des rumeurs, le vert il veut entendre l'avis des personnes autour de lui, et le bleu, il veut les faits, les idées qui doivent avoir une validation logique. Le rouge, il parle plus qu'il n'écoute. Le jaune, il parle beaucoup et écoute seulement après. Il aime les discussions. Le vert écoute plus qu'il ne parle. Le consciencieux, enfin le bleu, écoute plus qu'il ne parle, préfère les écrits. Enfin, en fait, il y a plein de petits tips comme ça où je trouve que c'est bien pour se connaître soi-même, et aussi de savoir les personnes avec lesquelles on travaille ou même dans le perso. Un peu de savoir jauger, de me dire ok, cette personne je la case plutôt dans tes couleurs. Alors encore une fois, c'est pas l'idée de dire qu'une personne peut être résumée à une couleur, mais ça peut aider à se dire ah oui en fait je pense qu'il est plutôt genre jaune, et donc les jaunes ils sont plutôt comme ça, donc peut-être qu'il faudrait mieux que j'aborde les choses sous cet angle, etc. Et notamment au niveau management, je trouve que c'est un super outil. J'en viens à mon 9e point, qui est être trop gentil. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire, parce que je vous ai dit que j'étais pas du tout verte, donc c'est-à-dire pas du tout, on va dire calme, attentive. Remarque, en vrai, je pense être quand même humble, modeste, fiable, mais patiente, non. Bref, en gros, le vert, ça veut pas dire que j'en ai pas du tout, ça veut dire que par rapport aux autres caractéristiques des autres couleurs, c'est ce que j'ai le moins. Et pour autant, donc les personnes qui sont dans le vert, elles vont être très tout le temps dans chercher le compromis. Et moi, c'est pas trop dans ma personnalité. Et pour autant, dans tout ce qui est gestion d'équipe, je vais plutôt avoir tendance à donner des instructions qui restent assez larges, parce que je pense que je reproduis le schéma où moi j'ai été par le passé frustrée d'avoir justement peut-être un management directif. Et donc en réaction à ça, comme moi je n'aime pas le management directif, je fais en sorte de ne pas le reproduire. Et voire même, je pense que parfois, je suis vraiment à l'opposé du management directif, ce qui peut poser des problèmes, notamment parce que je pense que, en fonction du niveau aussi de maturité personnelle et professionnelle de la personne, elle est apte ou pas à recevoir tel ou tel type de management, et typiquement laisser énormément de liberté à quelqu'un qui a plus besoin d'un cadre. Et bien, au final, moi, ce que je vais trouver comme étant positif, comme étant bienveillant, de dire en fait voilà ce qu'il y a à faire. Moi je voudrais que ça soit fait pour telle date, mais par exemple pour je dis n'importe quoi dans 2 semaines. Comme ça laisse la possibilité à la personne de s'organiser comme elle le souhaite, etc. Sauf que y a des personnes aussi qui ont besoin d'un cadre, et pareil, c'est encore pas un jugement, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif, il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre et il y a des personnes qui n'aiment pas avoir un cadre, et il n'y a pas une personne qui est mieux que l'autre, c'est juste des fonctionnements différents. Et j'ai tendance justement à mettre très peu de cadre, parce que moi c'est quelque chose qui ne me satisfait pas, et donc je reproduis le type de management que moi j'aime ou que j'aurais aimé avoir, ce qui ne correspond pas à tout le monde. Et donc parfois je peux avoir tendance justement à donner trop de liberté, et au final cette liberté n'est pas comprise ou prise en main, ou typiquement si je dis à la personne voilà, je te laisse 2 semaines pour le faire, tu le fais quand tu veux, etc. Et en fait je me retrouve des fois avec des personnes qui l'ont pas fait au bout des 2 semaines, alors que j'ai laissé je sais pas, admettons pour quelque chose qui prenait genre 1 ou 2 jours. Donc j'ai laissé largement le temps de le faire, justement pour laisser la liberté à la personne de s'organiser comme elle le souhaite, de faire comme elle veut.
mais peut-être un peu trop parfois, et peut-être que je devrais être un peu plus directive avec, pareil, ça dépend en fonction des missions, en fonction des personnes. Mais par moment, en fait, trop de liberté tue la liberté, et le cadre permet aussi une certaine forme de liberté, dans le sens où, c'est une contrainte, et du coup qui pousse à aussi à l'organisation, tout ça, à prévoir, plutôt qu'en fait, forcément, si on laisse plus de temps pour le faire, en fait, des fois les personnes procrastinent. Je suis la première à procrastiner sur plein de trucs, et ce qui fait qu'au final, on fait pas forcément ce qui était demandé. Et en apprentissage numéro 10, c'est suite à un webinaire que j'ai fait, on appelle ça un workshop avec Aline de The Big Boo. Je sais pas si vous connaissez, c'est une coach business qui est assez connue sur les réseaux, notamment sur Instagram. Je crois qu'elle doit avoir 70 000 abonnés, peut-être à l'heure où on se parle, sur Insta. Et j'adore ce qui est fait et tout. Je connaissais un peu de loin, et on va dire qu'au deuxième semestre, je me suis un peu plus intéressée à ce qui est proposé, etc., à écouter son podcast qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business », que je trouve très intéressant. Et donc, j'ai suivi un workshop qui est fait en cette fin d'année. Donc, en gros, c'était 2 webinaires avec justement comment faire sa rétrospective 2023 et prévoir ses objectifs 2024. Et justement, dans le webinaire sur les objectifs 2024, elle parlait de l'écologie personnelle, et elle nous donnait un petit exercice que je vais vous retranscrire parce que je l'ai trouvé super intéressant. Donc en gros, l'idée, c'est que pour avoir, entre guillemets, un équilibre, vous avez plusieurs pans dans votre vie. Donc là, typiquement, il me semble qu'il y en a 8 qui ont été définis, mais en soi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Donc si vous voulez en ajouter un ou en enlever un, vous pouvez. Mais en gros, donc il y a l'argent, la vie professionnelle, les relations, le mindset, le bonheur, l'environnement, la contribution et la santé. Et donc, en fait, l'exercice qu'elle propose, c'est que pour chacun de ces items, vous donniez une note par rapport à votre année 2023. Donc moi, je vais être très transparente avec vous, et je vais vous partager un peu les notes que j'ai mises et pourquoi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la note de 2023, on met aussi une note qu'on voudrait atteindre pour 2024. Donc typiquement, moi sur argent, j'ai mis 7 sur 10 pour 2023 parce que globalement, ça s'est bien passé. Après, je suis pas quelqu'un qui forcément court après l'argent, donc pas que ça soit positif ou négatif, mais on va dire que c'est pas ma motivation première, l'aspect financier. Je suis pas non plus une grande dépensière. En général, j'ai à peu près les mêmes dépenses tous les mois. J'ai pas de projet, genre d'achat maison, genre de choses de gros investissement. Donc globalement, c'est une situation qui m'a satisfaite. Et pour 2024, j'ai mis 9 sur 10 parce que c'est en lien aussi avec mes objectifs. Dans le sens où, vu que j'ai prévu de développer le blog, etc., normalement, une des répercussions sera sur l'argent. Donc au niveau de la vie pro, j'ai noté 2023 6 sur 10. Donc globalement, j'ai trouvé que ça s'était plutôt bien passé, après avec des hauts et des bas, un peu comme tout le monde. Mais globalement, ça m'a convenu. Et du coup, j'ai noté pour 2024 de rajouter 1 point, donc peut-être à 7 sur 10. Ensuite, au niveau des relations, j'ai noté 8 sur 10 cette année, et toujours mon objectif serait plutôt de rester stable pour l'année prochaine. Voilà, en soi ça s'est bien passé, pareil, des hauts et des bas, mais comme tout le monde. Et puis je pense que j'ai un peu il y a des choses où j'ai mis 10. J'allais dire, je suis un peu la team, je vais pas mettre 10 parce que c'est jamais possible que ça soit parfait, mais il y a quand même des items où j'ai mis 10. Ensuite, mindset, pareil, j'ai mis 8 cette année et 8 pour l'année prochaine parce que je pense avoir cheminé pas mal. Je pense que je vais continuer à cheminer cette année. Mais globalement, mon niveau actuel me convient. Ensuite, en bonheur, j'ai mis 8 sur 10. Globalement, en fait, je me dis toujours que je suis heureuse. C'est vrai que je vois pas mal de posts passés sur les réseaux et tout qui disent qu'il faut un peu arrêter de dire
je serai heureux quand et dire je suis heureux et donc je suis heureux et par contre ça me fait chier quand je loupe mon train typiquement. Mais et je suis assez d'accord avec ça en vrai, de me dire que globalement, enfin il n'y a pas un truc dans ma vie où je me dis voilà, c'est très grave et ça me rend malheureuse. Donc globalement 8. Et par contre, j'ai quand même noté 9 pour cette année. Peut-être un peu pour m'améliorer quand même d'un point, me dire que d'année en année, on s'améliore. Bon, le problème, c'est qu'après, si je fais ça tous les ans, hein, au moment, j'arrive à 10 et après, je suis obligée de passer au-dessus de 10. Donc voilà. Et ensuite, il y a l'aspect environnement. Donc ça, c'est un peu... Alors, c'est pas l'environnement au sens environnemental, genre la RSE, tout ça, mais c'est plus l'environnement au sens l'écosystème que tu te crées, le fait d'être bien dans ton environnement dans lequel tu baignes, tout ça. Et donc pour ça, j'ai noté 10 et j'ai prévu pareil de rester stable, de rester à 10 l'année prochaine. Ce qu'il faut bien avoir en tête et que j'ai pas forcément précisé, c'est que l'objectif, c'est pas forcément d'être à 10 dans tous les pans dans tous les items, et d'autant plus, en fait, ça permet aussi de relativiser, de se dire, en fait, si mon objectif principal cette année, par exemple, c'est de gagner 3 points sur cet item, bah, en fait, c'est normal d'en avoir moins sur d'autres items parce que, bah, potentiellement, j'aurai moins de temps, j'aurai moins ou je sais pas, d'argent à y consacrer, ou peu importe, enfin, j'aurai moins de ressources. Et donc l'objectif, c'est pas du tout d'arriver à 10 partout parce que en fait c'est quasiment impossible, et en fait chacun met les priorités là où il a envie. Ensuite on a contribution. Donc contribution, c'est plutôt c'est pas du tout la contribution en mode les impôts que vous payez, ouais je veux payer plein d'impôts, super. C'est la contribution plus au monde, un peu le sens qu'on donne aux actions qu'on fait. Donc si je caricature un peu, ça peut être le bénévolat, ça peut être ce genre de choses. Alors moi j'ai noté 6 sur 10 cette année et 8 sur 10 enfin 6 sur 10 pour 2023 du coup, et 8 sur 10 pour 2024. Pourquoi 6 sur 10, qui est un score qui est finalement pas ultra élevé? Je pense que ça rejoint aussi un peu ce que je disais avec notamment le fait de ne pas pouvoir tout faire, le fait de dire oui pour faire plaisir alors que en fait ça va se coûter beaucoup en tant que personne. C'est que je pense que cette année j'ai fait plein de trucs chouettes, et en même temps j'ai pas forcément entre guillemets, c'est ce que je vois aussi avec le recul, je me suis pas forcément concentrée, ou du moins dans mon prisme à moi, je me suis pas suffisamment concentrée sur ce qui a vraiment de la valeur pour moi. Même si je l'ai fait, des fois, forcément, on tombe un peu, notamment quand on publie sur les réseaux sociaux et tout, dans le truc de se dire j'ai fait que tant de likes, ou de se comparer et tout. Et en fait, alors je sais plus quand j'ai eu trop le déclic, mais je crois que c'était plus cet été où en fait j'ai recommencé à faire des posts un peu pas en me disant genre oh je suis sûre que ça va marcher, ou des trucs comme ça, parce qu'en fait j'ai fait des posts des fois où je me disais ah ça va super bien marcher, et en fait limite c'était un flop, hein, à mon niveau. Donc ça reste quand même pas mal de réactions, mais beaucoup moins que ce que j'espérais, et où en fait je me suis dit mais que ça prenait le pas des fois sur moi, ce que j'avais envie de partager, ou sur qui j'étais vraiment. Et donc c'est pour ça notamment que cet été, peut-être que vous avez vu passer quelques publis où j'étais un peu plus en mode dérision, humour et tout, et où je partais du principe, je me suis dit ces posts-là ils vont pas trop marcher, mais en même temps moi ça me fait kiffer de les faire et tout, et ça me permettrait de dédramatiser le fait qu'en fait c'est pas grave de pas avoir beaucoup de réactions et tout. Et au final c'est des posts qui ont plutôt bien marché, donc pour l'ironie de la chose. Mais tout ça pour dire que aussi toujours en lien avec mes objectifs et tout, et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je commence à déléguer certaines parties au niveau de mes projets, parce que justement vu que je veux faire plein de choses et que j'ai 24 heures, moi j'ai toujours 24 heures dans ma journée, mais il y a d'autres personnes qui ont 24 heures dans leur journée et qui peuvent aussi passer du temps à travailler avec moi sur certains aspects que j'ai plus forcément envie de faire, ou dans lesquels en tout cas dans lesquels j'estime que moi ma valeur ajoutée elle est plutôt ailleurs, et donc je préfère me concentrer sur les autres aspects
dans lesquels où je vais avoir plus de valeur ajoutée. Et quand je dis ça, c'est aussi bien au niveau du rendu, c'est-à-dire que le fait que j'intervienne sur certaines activités, ça va vraiment améliorer la qualité. Et en même temps, la valeur ajoutée pour moi en tant que personne, où ça rejoint justement la contribution, où en fait c'est plus ça qui me fait kiffer. Et typiquement, en 2022, 2023, même si 2023, je m'étais dit, ouais, je reprends le blog et tout, et je réécris des articles parce que ça, je sais que j'aime beaucoup le faire, alors qu'en soi, c'est quelque chose, on va dire, de bénévole dans le sens où ça me rapporte pas de l'argent et tout, mais le fait de justement d'aider les personnes, de leur donner des conseils pour qu'ils puissent réussir leur diplôme et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que au final, j'ai perdu un peu ces 2 dernières années, parce que aussi j'étais sur d'autres fronts et tout, et donc du coup que j'aimerais un peu retrouver cette année. Donc il n'y a pas que écrire des articles, il y a d'autres choses. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer du coup cette année, que j'ai un peu perdu, on va dire, ces 2 dernières années. Enfin, c'est des grands mots, j'étais quand même, j'estime quand même avoir pas mal contribué, mais d'un point de vue strictement personnel et avec mon rapport à moi, je trouve que c'était pas forcément suffisant par rapport à ce que j'aimerais faire, et donc j'aimerais plus me recentrer sur ça cette année. Et enfin, au niveau de la santé, j'ai mis 7 sur 10 pour 2023. C'est vrai que c'était une année où je me suis pas mal, c'était un de mes objectifs, de plus me concentrer sur ma santé. Donc j'ai fait plein de rendez-vous médicaux et tout, non pas forcément parce que j'étais malade, mais des trucs qu'on prend pas forcément le temps de faire. Genre, ça faisait 6 mois, je crois, que j'avais cassé mes lunettes et j'en avais pas racheté parce que je peux voir sans et tout, mais c'est pas forcément très bien. J'ai pris des rendez-vous un peu basiques, de check-up, mais genre des dentistes, où je vais chez l'ostéo 2 fois par an maintenant, etc. Enfin, plus d'avoir des routines un peu santé. Et même au niveau sport, j'ai pas mal fait de sport. Après, l'ironie du sort veut que le dernier épisode de podcast solo que je vous ai fait sur les routines, où je disais que j'allais au sport tous les jours, au final, en novembre, je tombais malade et tout, et après, c'était trop dur de se remettre dedans. Du coup, là, je reprends en ce début d'année. Même si en soi, il n'y a pas besoin d'attendre le début d'année, je me dis que ça fait un peu un reset et qu'on repart sur de nouvelles bases. Et donc là, je recommence à aller au sport tous les matins où je travaille, et comme peut-être que vous le savez, je travaille pas en tout cas, je suis pas au cabinet le vendredi, donc je suis sur mes projets et tout. Donc en fait, je fais du sport, on va dire, normalement minimum 4 fois par semaine, et maximum 6. Et justement, ça peut être en lien aussi au niveau de la santé mentale, le fait d'être passé à 80% depuis septembre. C'est quelque chose que j'apprécie, moi, que je recommande, qui est pas forcément adapté à tout le monde, parce que ça dépend aussi des ambitions de chacun, et notamment, forcément, ça a un impact financier. Donc voilà. Donc mes 10 apprentissages 2023. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode en m'envoyant un petit message, soit sur LinkedIn, sur Instagram ou sur le blog, où vous voulez, pour me faire un petit peu un retour, savoir si ce genre d'épisode aussi ça vous plaît, les épisodes solo que j'ai commencé à faire depuis l'année dernière. Et puis du coup, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Ciao. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.